Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'intitule « Comparer l'incomparable, naissance d'une nation et le juif sus ». C'est édité chez De l'Incidence, éditeur, donc je profite pour saluer affectueusement Robert Bonamy, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Et ce livre a été écrit par Alain Brossat, qui a accepté de dialoguer, ce dialogue, cette conversation, et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Comment allez-vous, Alain Brossat ? Ça va bien, merci. Bon, vous enseignez la philosophie à la National Lang Ming Chiao Tung University, j'espère que je ne l'ai pas écorché, de Taipei, et vous avez publié pas mal d'ouvrages comme Des peuples et des films chez Rouge Profond, ou avec Jean-Gabriel Perriot, Ce que peut le cinéma. Je suis très content que vous ayez accepté cette interview pour parler de ce livre, parce que c'est un livre donc, qui parle effectivement de deux films assez importants, on va l'expliquer plus tard, mais parce que ça a une résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui, qui je pense est fondamental, et d'ailleurs vous en parlez très longuement sur la résonance avec l'actualité dans ce livre. Première question qui est très basique, c'est une espèce voilà, une question assez basique. Pourquoi vous dites comparer l'incomparable? Pour une raison très simple, c'est que bon, si on y réfléchit une seconde, la comparaison entre ces deux films s'impose absolument. J'essaye d'expliquer dans le bouquin toutes les raisons pour lesquelles cette comparaison s'impose. Or, c'est précisément la comparaison que personne ne fait, que personne n'a jamais voulu faire, ou qui est même, qui serait apparu, je pense, incongru, tout à fait incongru jusqu'à une période récente. Donc, c'est bien qu'il y a de fortes résistances à ce que cette comparaison puisse être faite. Jusqu'à l'instant où on prend le risque de l'entreprendre. Donc, s'il y a ces résistances, c'est qu'il y a quelque chose, le matériau de ces résistances, c'est bien ce qu'on pourrait appeler justement l'incomparable. C'est-à-dire ce genre de cri du cœur qui dit « Ah non, ça non, on ne peut pas comparer. Là, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables, etc. » Cette espèce de sens commun, si vous voulez, l'incomparable ici, est une sorte de sens commun. Comment osez-vous, comment est-ce qu'il peut vous venir à la tête une idée aussi incongrue que de rapprocher ces deux films, que cependant, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cet essai, tout rapproche. C'est ça, c'est sur ce paradoxe, si vous voulez, que le livre est construit. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque on dit naissance d'une nation, allez, majoritairement, on connaît le film, même celles et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film, on voit, on entend, on sait que c'est un film qui est ancré dans l'histoire, qui est inscrit dans l'histoire du cinéma. Même celles et ceux qui ne connaissent pas le scénario du film disent « Ah oui, ça, je crois que c'est un vieux film, mais c'est un classique ». Quand on parle du juif sus, déjà, on est un peu interpellé par le titre, mais on ne sait pas de quoi ça parle, mais on n'a pas idée, enfin, on ne connaît pas très bien ce film-là. Bon, il s'avère que je les connais les deux, donc je vois très bien de quoi ça parle. Mais là où je veux en venir, c'est que dans le livre, ce que vous dites en gros, et ce qui est fondamental, et ce qui continue encore malheureusement d'être, comment je pourrais dire ça, qu'on ne peut pas comparer, c'est que d'un côté, on a un film qui s'inscrit dans l'histoire du cinéma de par ses trouvailles techniques, mais aussi par sa grammaire cinématographique, c'est quand même Griffith. Vous voyez, je viens de dire, c'est quand même Griffith. Donc moi-même, je joue ce jeu-là. Moi-même, je joue ce jeu-là. Et c'est quelqu'un qui a inventé beaucoup de choses. Et donc, on dit, OK. Et d'un côté, il y a un autre film qui s'appelle donc Le Juif sus, qui est réalisé par Veitar Lans, cinéaste complètement méconnu, qui est perdu dans les méandres de l'histoire. Mais quand on se pose 2 secondes et qu'on voit les deux films, eh ben, il y a quelque chose qui les relie. Et je voulais vous demander, est-ce que, parce que vous posez la question, est-ce que ça existe réellement un film raciste ? Oui, je suis sensible à la question, je vois bien vous voulez en venir, c'est-à-dire le mot racisme ici est un mot valise. Donc effectivement, il peut recouvrir tellement de choses, tellement de contenu et aussi tellement d'incriminations
pour toutes sortes de raisons qu'effectivement, il faut être circonspect dans son usage. Donc le syntagme film raciste, effectivement, ça peut véhiculer toutes sortes de choses. Donc il faut être précis. Je dis, moi, ce qui constitue le terreau commun, le commun dénominateur de ces deux films, c'est cette idée de base selon laquelle la condition pour que la race, et je dis bien la race, ou si vous voulez l'espèce, c'est la même chose, légitime, puisse vivre et prospérer, c'est qu'on est mis de côté d'une façon ou d'une autre, ce qui va jusqu'à inclure l'extermination, bien sûr, la race pernicieuse qui vise à la décadence de la première. Ça, c'est l'idéologie de base du suprémacisme racial. Or, cette idéologie, ce discours, si vous préférez, est à l'œuvre intégralement et d'une façon aussi virulente dans le film de Griffith que dans le film de Veitarla. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est plus précis, je pense. Ça me vient, je peux le mentionner en passant, ça me vient de Michel Foucault. C'est beaucoup plus précis que l'incrimination générale qui peut être biaisée de mille façons, de dire « Ah ouais, mais ça, c'est un truc raciste, là, il y a du racisme, ça sent mauvais, ça sent le racisme, etc. » Voilà, c'est ça ma position. Mais pourquoi Naissance d'une nation et continue encore aujourd'hui d'être légitimé plus ou moins parce que l'histoire du cinéma, parce que tout ça, alors que ces deux films se rapprochent carrément concernant l'idéologie? Parce que c'est une question de strate, si vous voulez. Bon, vous avez une strate élémentaire, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a de l'objectif à l'origine, c'est-à-dire c'est le premier grand film, feature film, qui installe le genre, qui donc est fondateur et co-extensif à la fondation de Hollywood comme industrie culturelle. Ça, c'est absolument indéniable. Il s'installe dans cette position en tant que non seulement précurseur, mais un film, disons, qui est visionnaire dans l'inventivité technique, la capacité narrative, la puissance narrative, etc. Donc ça c'est une strate, donc ça reste, ça s'inscrit dans l'histoire du cinéma et ça fait tradition. Après, donc on répète, c'est ça une tradition, on répète ce qui s'est dit auparavant. Et puis alors, après vient la question plus compliquée, qui est celle du lien entre donc ce côté précurseur du film, ce qui l'institue, vraiment c'est l'institution-là, ce qui l'institue comme un classique, le classique des classiques, et puis le déchet idéologique, quoi. Alors c'est là que ça devient intéressant, parce que justement va s'installer ce discours qui nous dit, d'une part, film classique, etc., donc ce qu'on va répéter en boucle, ce que les enseignants de cinéma vont répéter en boucle, et la critique, etc., les dictionnaires de cinéma, le film classique des classiques, et puis d'autre part le déchet idéologique, mais qui devient subsidiaire et qui s'expliquerait par la biographie de ce malheureux Griffith, enfant du Sud, enfant et donc victime en quelque sorte de la guerre civile et de ses suites et de la défaite des Confédérés face au Nord, etc., etc. Voilà. Donc vous avez un discours qui s'installe, qui se durcit, ça crée des ornières, et puis après il n'y a pas de raison que ça change. D'un point de vue européen, si vous voulez, le crime qui est légitimé dans le film, c'est un crime lointain, nous on ne le perçoit pas, à tort, bien à tort. On ne le perçoit pas du tout comme le nôtre, on n'a rien à voir avec ça. L'esclavage consécutif à la traite dans le sud des États-Unis, c'est pas nous. En fait, si on y réfléchit, si, parce que c'est coextensif à ce que nous, Européens, on a fait à Saint-Domingue et Haïti, par exemple. C'est la même traite. C'est le même phénomène général et global de la traite. Bon. Mais bon, là, on dit non. Non, ça, c'est l'affaire des Américains, c'est pas la nôtre. Donc, du coup, ce crime peut être relativisé, contrairement, évidemment, à la Shoah, qui est par excellence le crime européen. Donc là, oui, on ne peut pas dire non, ça c'est loin, ça ne nous concerne pas. Au contraire, c'est le passé qui ne passe pas par excellence.
le crime, la dimension criminelle de naissance d'une nation, ça ne nous affecte pas directement, en principe. Donc, on va garder le gros plan sur le film précurseur, le classique des classiques, et puis pour le reste, bon, bah, c'est de la biographie de Griffith, et c'est pas si grave que ça, quoi. C'est ce que j'essaie, ça, c'est le discours que j'essaye de casser dans le bouquin, en rapprochant donc les deux films. Permettez-moi, page 44, vous écrivez un détail, entre parenthèses, de grande importance montre à quel point ces deux films sont idéologiquement solidaires. Dans la dernière partie de Naissance d'une nation apparaît un carton sur lequel on peut lire. Alors, je me permets pas de le lire en anglais parce que je vais l'écorcher et ça m'embêterait. Donc, je vais lire la traduction, si vous le permettez. Voilà, c'est pas oui. Les ennemis d'hier, du nord et du sud, se rassemblent en vue de défendre ensemble leurs droits de naissance ariens. Littéralement, les droits qui leur viennent de l'arianité qu'ils ont en partage comme droit de naissance. Et donc ça, c'est dans la dernière partie de Naissance d'une nation apparaît donc un carton. Vous écrivez, il se découvre ici que le nazisme, en tant qu'idéologie de la supériorité de la race aryenne, de la race blanche nordique supérieure, n'est qu'une île considérable, certes, dans un archipel beaucoup plus vaste, celui du suprémacisme blanc. Une idéologie nomade et transcontinentale, un discours et des pratiques qui, bien avant que Hitler n'arrive au pouvoir, ont trouvé l'occasion de s'enraciner sous d'autres latitudes, en Afrique du Sud, aux États-Unis et ailleurs. Loin que le nazisme constitue à cet égard une exception, une singularité que vous écrivez entre parenthèses, monstrueuse, il est l'élément d'une constellation et il entre en interaction avec d'autres foyers discursifs dont la matrice est l'idéologie suprémaciste blanche. Il y trouve des appuis et des encouragements. Vous dites qu'Hitler était un grand admirateur du fabricant d'automobiles Ford et réciproquement. C'est en ce sens qu'une sorte de continuum idéologique et non pas seulement des points de rencontre ou affinités occasionnelles existent entre le film de Griffith et celui des Harlan. Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Je vous ai interrompu. Non, mais, ouais, si vous voulez, ma position ici, c'est une position d'intellectuel européen décentré. Je vis en Asie orientale, donc depuis un certain nombre d'années déjà. Donc je me suis décentré disons de ce nouveau point de vue, je réévalue la façon dont on écrit l'histoire du XXe siècle, l'histoire globale. Je vois notamment que la question du fascisme, elle ne se réduit pas au fascisme italien et au fascisme allemand, au nazisme et à Mussolini. C'est beaucoup plus compliqué si on l'aborde d'un point de vue généalogique. On voit que si on considère que un des fondements, que la matrice, une des matrices idéologiques du fascisme, c'est le suprémacisme racial, on voit qu'il y a toutes sortes de foyers du suprémacisme racial et qui ne sont pas seulement européens. Donc l'idée que le fascisme, c'est un truc qui naît en Europe et qui ensuite contamine, se déploie sur d'autres continents, etc., qu'on va trouver en Argentine, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, etc., non, c'est une idée simpliste. C'est pas comme ça, il y a plein de foyers. C'est comme la naissance de l'humanité. Il n'y a pas un seul ancêtre. Il n'y a pas qu'un seul ancêtre. Il y a beaucoup d'ancêtres du fascisme et le suprémacisme racial joue un rôle essentiel ici. Parce que la recherche que je n'ai pas faite, je me dis ça maintenant, finalement, que j'aurais dû faire, c'est ça. Où est-ce que Griffith est allé chercher le mot arien quand il le met dans ce carton? Où il a dégoté ça? Ça, je ne sais pas, malheureusement, et j'aurais dû chercher, je le regrette. Bon, ce qui montre bien que ça voyage, c'est ce vocabulaire clé du suprémacisme racial, du suprémacisme blanc, en l'occurrence, il voyage, et il se retrouve entre les mains de Griffith, qui en fait un carton, plus de 2 décennies, à peu près 2 décennies, oui, avant que les nazis arrivent aux affaires. Bon, c'est intéressant ça quand même. Bon, c'est ça, j'essaye de réécrire des généalogies, j'essaye de montrer que c'est pas la façon dont nous, Européens, voyons spontanément ces questions clés de l'histoire du XXe siècle en termes eurocentrés, ça repose sur des simplifications. Le film de Griffith, de ce point de vue-là, il est bien inou. Si on le regarde sérieusement, si on le prend au sérieux
et en n'étant pas seulement en quête des prouesses techniques et du montage alterné, etc., alors il nous décentre bien, il nous décoiffe bien, parce qu'on voit déjà le poison de l'arianité à l'œuvre, et là où il est question non pas des juifs, mais des noirs. Est-ce que ce film est encore montré dans les écoles de cinéma? Il est encore enseigné, Naissance d'une nation? Oui. Comment? Et comment? Il n'y a pas longtemps, là, je vous avais dit, j'ai fait une conférence comme ça, une petite conférence avec des amis, des collègues taïwanais qui enseignent le cinéma à Taipei, et donc ils m'ont demandé de leur parler brièvement du bouquin. Et à la fin de la conférence, ils m'ont dit, ah, bah oui, c'est vrai, nous, on enseigne Griffith, Naissance d'une nation, comme on n'avait jamais, voilà, ils m'ont dit très candidement, ah ben tiens, ouais, c'est vrai, t'as raison, on n'avait jamais pensé à ça. Et peut-être qu'on va changer maintenant, ils m'ont dit, peut-être qu'on va changer un peu la façon dont on enseigne, dont on fait le cours autour de Naissance d'une nation. Donc j'étais content, j'avais pas travaillé pour rien. Mais c'est comment les critiques, vous en parlez un petit, vous parlez de Georges Sadoul, comment Georges Sadoul reçoit Naissance d'une nation, c'est juste effarant. Et je voulais savoir, est-ce qu'il était, bon, en gros, il voit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce film, il le dit, mais en même temps, il explique que, mais quand même, il ne faut pas oublier que c'est un film important parce que c'est du cinéma, etc. Je résume grossièrement, hein, je même schématise. Mais est-ce que la majorité des critiques de cinéma ont accueilli ce film avec la bienveillance de Sadoul, en parlant d'Naissance d'une nation? En Europe? En France? Je dirais en Europe, oui, effectivement. Et aux États-Unis aussi. Je n'ai pas tout, je n'ai évidemment pas tout parcouru, tout vu, mais je ne connais pas d'exception à cette réception infiniment révérencieuse du film de Griffith. C'est à peu près toujours le même discours qui est déroulé, avec simplement des intonations qui changent, c'est-à-dire le mais qui tourne autour de bon, c'est un grand chef-d'œuvre, mais c'est vrai que bon, l'idéologie anti-noire, bah, elle est quand même un peu comme ça. Le mais, il est en lettres plus ou moins, enfin encore plus ou moins gros, quoi. C'est tout, c'est la seule différence. Je donne l'exemple dans le livre de façon un peu perfide d'un dictionnaire, d'un des plus récents des dictionnaires de cinéma paru en France, qui est le livre cornaqué par Antoine Lebec et mon ami Philippe Chevalier. L'article sur Naissance d'une nation, il est écrit par Antoine Lebec, dont la notoriété n'est pas à faire. Et il est exactement dans ce même régime, il est écrit dans ce même régime. Le mais avait articulé autour du mais, quoi. Et le mais, son mais, il est pas tellement plus violent que celui qu'on trouve dans des dictionnaires du cinéma qui ont été écrits il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Mais ça, c'est très intéressant. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Alain Brossat. C'est très intéressant ce que vous dites parce que Antoine Debec ne fait pas partie de la génération de Sadoul. Antoine Debec, c'est quand même, c'est une autre génération, c'est une autre histoire. C'est aussi, on sait maintenant. Mais comment vous pouvez expliquer qu'on continue encore d'utiliser ce mais petit 1, qu'on continue encore de ne pas comprendre que dans Autant n'emporte le vent, parce que je dis ça parce que vous en parlez dans le bouquin d'Autant n'emporte le vent, et ben que c'est quand même très très problématique Autant n'emporte le vent. Pourquoi on ne veut pas le comprendre ça? Et qu'est-ce qui fait? Parce que en plus de cela aux États-Unis, avec tout ce qui se passe depuis 4-5 ans, c'est terrible. Mais il y a encore comme ça je sais pas, une espèce de, comme disait Ford, entre la réalité et la légende, je préfère inscrire la légende. C'est très. Il y a des plis des discours. Hein. Ça c'est la question de l'ordre des discours. Ça aussi, ça me vient de Foucault. On parle toujours, on pense et on parle, non pas comme ça sur une surface lisse où les discours glissent. On fait pas du surf. On parle dans des plis. Et les plis sont plus ou moins profonds et ils tendent à devenir des ornières. Bon. Alors, ça, c'est le cas typique où, si vous voulez, vous avez une ornière très profonde selon laquelle on parle de Naissance d'une nation comme d'un chef-d'œuvre et du film de Harlan comme d'un film criminel. Et puis, c'est comme ça, puis on ne bouge pas, ça ne change pas, etc. Donc,
le parti que j'adopte dans le livre, si vous voulez, c'est celui du coup de pied dans la fourmilière. Ou si vous voulez, il faut casser l'ornière. Il faut casser l'ornière pour pouvoir produire une bifurcation. Bon, mais jusqu'à présent, pour des raisons qui seraient trop compliquées, je pense, à développer, qui sont liées à la structuration du champ idéologique et politique en France, bon, notamment, et la façon dont ça influe dans les études cinématographiques, personne n'a touché à ce pli ou à cette ornière. Donc, il faut faire comme un mouvement performatif où on essaye de casser le jeu, quoi. Pour ce qui concerne Naissance d'une nation aux États-Unis, ça a commencé là, parce que, pardon, autant n'emporte le vent. Autant Oui. n'emporte le vent, pas Naissance d'une nation dans une certaine mesure. Aussi à cause des Afro-American Studies et des Decolonial Studies et des Subaltern Studies, qui sont maintenant largement peuplés par des racisés, des gens qui ont des positions décoloniales très tranchées et qui ont commencé le boulot. Donc aussi bien sur Naissance d'une nation que sur Autant n'emporte le vent. Ce qui fait que maintenant, la tendance aux États-Unis, c'est de dire bon, ben, Autant on emporte le vent, on ne va plus le diffuser qu'avec un luxe de mise en garde, des choses comme ça, ce qui tend à lui donner le même statut qu'a le film de Veille Parlant en France ou en Allemagne, en Europe en général. C'est-à-dire diffusion réduite, restreinte, et avec plein d'avertissements qui disent regardez, ce que vous allez voir, c'est un film criminel, c'est une cochonnerie raciste, suprémaciste, etc., etc. Il y a toute une discussion aux États-Unis sur Autant on emporte le vent, parce que ceux qui sont, disons, sur une position conservatrice, ils disent ah, mais ça c'est la cancel culture, c'est la culture de l'annulation. Alors vous voulez tout interdire, vous voulez tout censurer, dès que vous voyez apparaître dans un film un noir qui a l'air un peu ridicule, vous voulez qu'on coupe ça, etc., etc. Donc vous avez un immense débat sur ces questions-là qui commence à nous atteindre, mais qui est d'une intensité beaucoup plus vive aux États-Unis. J'ai plein de questions à vous poser, mais c'est vrai que on va être rattrapé par le temps, c'est bien dommage. Mais alors, je répète quand même, c'est important, c'est comparer l'incomparable, et c'est chez De l'Incidence éditeur. Et dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien qui renvoie directement à ce livre, si vous voulez vous le procurer. Enfin, procurez-le-vous. Il y a pour le coup une comparaison assez incroyable entre ces deux films, et ça vous le dites aussi dans le livre, c'est que autant quand Naissance d'une nation sort, il essuie quand même des critiques où on lui reproche son point de vue, enfin sa prise de position parce qu'il faut quand même dire que dans ce film, le héros c'est un soldat du Ku Klux Klan. Faut vraiment voir le film pour le croire. Et donc, que fait-il? Il va faire Intolérance, qui est une espèce de réponse à Naissance d'une nation, où il dit, en gros, c'est la tolérance, la démocratie, c'est tout ça. Alors que Veille Parlant, dans le Jusus, lui, c'est différent. Lui, il va être condamné, il va passer... Il va devenir une espèce de... C'est même plus la risée de tout, c'est l'homme qu'on doit haïr. C'est assez incroyable. Alors que, comme vous le disiez, comme je l'ai lu l'extrait, idéologiquement, ils sont similaires. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que Griffith, qui ait une révision de ce film, quoi, fondamentalement. C'est-à-dire, Griffith lui-même, même si effectivement après il a pu faire Intolérance et développer tout un discours humaniste assez prophétique, fumeux et tout ce qu'on veut, donc se déplacer par rapport à ce premier film, ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais manifesté le moindre regret quant à, disons, l'agencement raciste, suprémaciste de son film. Au contraire, il en a livré plus tard, je crois dans les années 30, une version en couleur et parlante ou quelque chose comme ça. Il a toujours poussé à sa diffusion, y compris dans la version d'origine. Il n'a jamais manifesté le moindre état d'âme par rapport à ce film.
Bon, donc ça, c'est quand même une chose qui doit être retenue. En même temps, c'est vrai que le film a suscité des oppositions dès sa promotion, dès sa sortie, et surtout dans les années 20, quand il a commencé à être un immense succès, après la fin de la Première Guerre mondiale, etc. Bon, mais il faut bien dire que c'est essentiellement dans des cercles très limités, du côté des précurseurs afro-américains du mouvement des droits civiques, et de leur disons, soutien blanc, progressiste et antiraciste. Mais chaque fois qu'ils ont demandé l'interdiction de projection, ils se sont fait retoquer. Ça n'a jamais été possible. Le film a continué, a eu une carrière absolument superbe aux États-Unis, puis ensuite partout en Europe et dans le monde entier. Arlan, c'est différent. Arlan, il a été dénazifié. Enfin, en même temps, il s'en est bien tiré, Arlan. Si vous lisez ses mémoires, c'est assez stupéfiant. La façon dont il s'innocente de tout, finalement. Il dit que oui, bien sûr, il a dû faire ce film, mais il était au pied du mur parce que, en gros, Goebbels lui mettait un pistolet sur la tempe, ce qui n'est pas du tout comme ça, et que après la guerre, on l'a accusé de tous les crimes de la terre, mais que non, il avait fait ce film de bonne foi et qu'il avait tout fait justement pour que ça ne soit pas le film que voulait Goebbels, qui aurait été terrible. Donc il avait réussi à euphémiser tout ça, et finalement il n'avait jamais fait qu'un film d'aventure, qu'un film historique en costume relativement inoffensif, et que lui-même n'était pas le moins du monde antisémite, la preuve étant qu'il avait une femme juive, enfin donc tout, il est tout sorti. Mais bon, il a quand même été dénazifié, il a eu 2 ou 3 procès, mais il s'en est pas si mal tiré que ça, la preuve étant que, d'accord, ce film-là a été criminalisé, il a le statut d'un crime, mais lui, Arlan, il a pu recommencer sa carrière après la guerre. Il a fait des films médiocres, mais je pense que on a encore des films de Arlan d'après-guerre, des films d'après-guerre de Arlan, qui passent de temps en temps sur des chaînes de télé, câblées ou pas, en Allemagne, dans le domaine germanophone. Donc, ça va, il s'est pas retrouvé au tribunal de Nuremberg, hein, il ne faut pas exagérer non plus. C'est le film. Ce qui est intéressant, c'est le destin du film, parce que c'est extrêmement rare qu'un film, disons, ait le statut d'un crime. Il y a des films sulfureux, il y a des films un petit peu bidouillés, coupés, censurés, etc., parce qu'il y a des choses qui passent pas du tout. Mais que le film soit mis sur les étagères, jeté aux oubliettes ou diffusé seulement dans des conditions extraordinairement restrictives, comme c'est le cas de Iudus en France et en Allemagne aujourd'hui. Paradoxalement, c'est beaucoup plus facile à voir en Israël d'ailleurs. Ça, c'est quand même une chose singulière. C'est très intéressant, une chose singulière, quoi. Parce que normalement, la tendance des industries culturelles, et tout particulièrement du cinéma, c'est oui, on interdit, on censure tout ce qu'on veut, ce qui est scandaleux, ce qui transgresse, ce qui ne passe pas du tout, et puis c'est recyclé, puis ça finit par passer, puis ça finit en livre de poche ou en DVD, il n'y a pas de problème, quoi. Mais celui-là, non. Il faut l'acheter en DVD aux États-Unis, dans une édition spéciale, éditée par gens qui éditent des films historiques, c'est entouré de plein de mises en garde par des historiens, des spécialistes, etc., etc. Bien sûr, on peut le voir sur YouTube, mais c'est moche, c'est pas la version complète. C'est compliqué, c'est devenu compliqué, mais persiste quand même ce statut du film criminel, de l'œuvre criminelle. Voilà, alors que même ça, d'affiner, on les dépêche pas.
Alors que Naissance d'une nation est disponible en DVD, Oh, bah, tout ce qu'on veut, là, oui, il n'y a tout pas ce de que l'on problème. veut, tout ce que l'on veut, et c'est assez impressionnant. Pour la petite histoire, mon professeur de cinéma, parce que j'ai étudié le cinéma à la fac, n'a jamais voulu nous montrer Naissance d'une nation. Voilà, je referme la parenthèse. Vous avez dit, vous faites ce Mais que vous voulez, mais pourquoi? moi, Pour des raisons. et pour des raisons, parce que pour lui, il nous montrait d'autres films de Griffith, certes, comme le lys brisé, si je me trompe pas, ou Les Deux Orphelines, mais par contre, celui-ci, non, parce que pour lui, c'était quelque chose de honteux, et moi, j'aurais bien voulu le voir à cette époque-là. Je crois que c'est important de voir. Après, effectivement, il faut qu'il y ait une structure autour de cela. Je pense que c'est même plus qu'important. Mais dernière chose, un moment, page 197, pardon, vous parlez du blackface et du cinéma parlant. Et c'est pas vraiment une digression, parce qu'il y a une continuité logique. Et donc, vous parlez de Jazz Singer, le chanteur de jazz qui a été réalisé par Alan Crosland en 27. Et à un moment, vous dites, page 101, vous parlez du personnage du héros, qui est juif, et vous dites, le film et sa fable, à un moment, se compliquent. Lorsque le personnage principal fait son apparition sur la scène de Broadway, où il est appelé à triompher, notre héros est grimé, alors ça vous le mettez en italique, hein, est grimé en nègre, blackfaced, le visage et les mains maquillés en noir, affublé d'une perruque frisée, entre parenthèses crépue, la bouche élargie par le rouge à lèvres, sa gestuelle, sa façon de chanter sont supposées mimer, pour ne pas dire singer, sur un mode très conventionnel et manière d'un chanteur, entre parenthèses de jazz, même si les chansons qu'il interprète ne se rattachent que de façon très indirecte au jazz noir. Et vous dites, un chanteur noir fait de clichés blancs un artefact supposé plaisant, en réalité grotesque. Je continue parce que je pense que c'est important de tout lire. L'opération, entre parenthèses, qui se produit ici est donc tout à fait claire. De point, les Blancs, comme majorité, comme nation légitime, s'approprient le jazz, ou plutôt son nom, comme une sorte de trophée, de butin culturel dans la guerre interminable qu'ils conduisent contre les Noirs. Ce n'est pas ainsi, bien sûr, que l'aimable et candide chanteur de jazz du film, amoureux de son art comme il est, voit les choses. Il serait plutôt porté à considérer qu'en adoptant son accoutrement, il paye son tribut au peuple noir inventeur de ses sonorités et rythmes nouveaux. Je trouve ça effectivement, enfin, totalement vrai. Et avant moi aussi de me permettre de comparer ce qui est incomparable, je voulais savoir, est-ce que pour vous c'était évident de parler de cela aussi dans le livre? Non, pas du tout. Moi, je le dis à un moment dans le bouquin, bon, j'avais mon idée de la comparaison entre les deux films, et c'est assez tardivement dans le cours même de l'écriture du bouquin que je suis tombé sur le film avec Al Johnson, les chanteurs de jazz, et je me suis dit que là, il y avait un maillon manquant dans mon raisonnement, quoi. Et j'ai commencé à essayer de réfléchir sur le rapport qui s'établit entre la naissance du parlant et puis ces histoires de blackface qui aujourd'hui ne passent plus, qui à l'époque passaient comme lettre à la poste et qui aujourd'hui ne passent plus précisément, quoi. Et donc j'ai voulu déplier ça. Donc je pose des questions, je pose plein de questions et je ne réponds pas, je n'ai pas la réponse. Mais là, ce qui m'impressionne, si vous voulez, c'est que vous avez une sorte de rite cannibale, c'est un rite d'ingestion de la culture noire, qui est nommé jazz ici d'une façon un peu vague, quoi, et qui passe par le blackface, par la culture blanche, par le monde blanc majoritaire. Donc ça m'a fait penser, si vous voulez, un peu à un passage de Lévi-Strauss, je sais plus, je crois que c'est dans la pensée sauvage, où il dit, bon, finalement, il y a deux façons de traiter l'étranger. Soit on le vomit quand on a un problème. Soit on le vomit, soit des rites cannibales. On l'absorbe. On l'absorbe et donc d'une façon ou d'une autre, une forme d'anthropophagie, cannibalisme, quoi. Bon, et ce qui est intéressant, c'est la combinaison. Là, c'est la combinaison des deux. Si on fait référence à cette division opérée par Lévi-Strauss, la combinaison entre, d'une part, tout ce qui tourne autour des rites
de rejet, donc ce dont on parle dans Naissance d'une nation. Il faut écarter, il faut éloigner, il faut s'éloigner des Noirs parce que la seule chose qu'ils ont en tête, c'est de violer la femme blanche, de prendre la femme blanche. Le viol, c'est important. Le viol fait partie du cahier des charges de ce genre de film, que cela soit dans l'un ou dans l'autre. Ah bah oui, ça c'est le cœur, c'est la matrice. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Mais là, on est dans le geste inverse, qui est le geste d'ingestion, qui est le geste donc d'accaparement, où donc on va s'approprier le visage et la culture de l'autre, mais à la condition expresse de les rendre grotesques. Et bon, moi, je ne vais pas plus loin que ça, hein, dans le bouquin, je ne suis pas anthropologue, mais je trouve ça extraordinairement troublant. Voilà. C'est pour ça que le film Le chanteur de jazz m'est apparu important pour mon propos. Alors, dernière question que je n'avais pas prévu de poser, mais c'est en lisant cela, l'opération qui se produit ici est donc tout à fait claire. Les Blancs, comme majorité, comme nation légitime, s'approprient le jazz, ou plutôt son nom, comme une sorte de trophée, de butin culturel dans la guerre interminable qu'ils conduisent contre les Noirs. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle, film réalisé en 85, je crois 86, un film américain de Robert Zemeckis qui s'appelle Retour vers le futur? Peut-être, mais j'ai oublié. Vous savez, c'est l'histoire de ce... J'ai pas de souvenir. C'est l'histoire de ce jeune homme qui, par le biais d'une voiture, la DeLorean, revient dans l'Amérique des années 50 où vivaient son père et sa mère qui n'étaient pas encore ensemble, et il les aide à se rencontrer, à se retrouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Vaguement, oui, vaguement. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cela. Un moment, à la fin du film pratiquement, donc ce personnage principal qui s'appelle Marty McFly, joue de la guitare dans un orchestre composé uniquement de noirs, d'afro-américains, lors d'une balle de fête de fin d'année, une balle de promo dans un collège où il n'y a que des blancs d'ailleurs. Bon, et en fait, il voit son futur père et sa future mère se rabibocher et ils vont s'embrasser. Et s'ils s'embrassent, ça veut dire que l'avenir existera, etc., etc., etc. Bon, quand il a fini sa chanson, il s'apprête à partir et le leader du groupe, qui s'appelle Marvin Berry, et qui donc a la main, qui s'est blessé à la main et qui ne peut pas jouer de la guitare, lui demande s'il est possible qu'il joue une autre chanson. Et ce jeune homme, Marty McFly, qui est blanc, lui dit ok, je vais vous chanter une chanson, mais je ne sais pas si vous la connaissez. Et il commence à jouer les airs de Johnny B. Goode de Chuck Berry. Et Johnny B. Goode, Chuck Berry, c'est le frère, donc le cousin de Marvin Berry. Et donc, on voit le personnage blanc commencer à jouer comme Chuck Berry allait jouer plus tard, une chanson qui n'existe pas encore. Et tous les étudiants sont happés par cette air, cette frénésie. Même l'orchestre composé de noirs happé par cette frénésie. Et Marvin Berry, le cousin, fait quelque chose d'extraordinaire. Il se met dans un coin, prend un téléphone et contacte son cousin Chuck Berry en lui disant « Allô Chuck, toi qui pour l'instant as un trou dans ton influence, tu as une panne d'inspiration, écoute ça. » Et il lui fait écouter cette chanson qu'il est supposé écrire plus tard. Ce moment-là m'a toujours mis mal à l'aise. Et en lisant ce que je viens, je me suis dit, c'est exactement ça. Alors, je dis pas que c'est un film raciste, pas du tout, mais ça me met mal à l'aise parce que j'ai cette impression, comme vous l'avez mieux dit que moi, qu'effectivement, il y a une réappropriation d'une âme, d'une ADN, d'un butin qui est culturel, qui est le rock'n'roll et particulièrement une chanson. Et je trouve ça vraiment très malaisant jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais vous en parler, voilà. C'est une blague. C'est une blague. D'après ce que vous en dites dans le film, c'est une bonne blague, mais une blague qui peut être fondée sur une sorte de lapsus, quoi. Exactement. C'est une blague qui passe, parce que ça passe crème. À un moment, vous le dites d'ailleurs dans le bouquin, ça passe crème. Et personne peut. Quand on parle de cela, à 99%, on me dira, Monsieur Amur, mais non, il n'est pas raciste, Zemeckis. Non, il n'est pas raciste. Mais ce qui est pire, c'est comme ce qu'on dit le racisme ordinaire. Ce qui est pire, c'est que c'est tellement en eux, je veux dire, ils se rendent même pas compte que c'est un lapsus.
Oui, ben, le film que je trouve vraiment le plus tranchant sur ces questions-là, c'est quand même Get Out. Vous connaissez Get Out? Ça, Ah oui, très bien. Là, il est droit dans le mille, quoi, sur ces trucs d'ajustement. Exactement. Ouais. Et je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est un film qui reste important, Get Out. Mais voilà. Donc, c'était comme ça une parenthèse que je voulais partager avec vous sur ce petit moment qui est effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une blague, mais qui a quand même un petit lapsus. Voilà, ça passe crème, mais c'est un peu particulier. Il fut un temps où les blagues sur les Noirs étaient drôles. Il fut un temps. Elles étaient drôles. Et maintenant, elles sont plus drôles. Voilà. Donc, c'est quand même... c'est ça le problème des ornières aussi, quoi. Comment on sort des ornières? C'est-à-dire, ceux qui faisaient des blagues, les blagues qui se faisaient très couramment sur les Noirs, n'étaient pas du tout perçues comme des blagues malveillantes, hein, mais comme allant de soi, puisqu'il y avait un arrière-plan qui les autorisait. Bon, maintenant, on est dans un autre bocal, tant mieux, et ces blagues ne sont plus autorisées, donc elles sont plus drôles. Voilà, mais c'est compliqué de penser le passage de l'un à l'autre, parce qu'il se fait sans transition, en fait. On change de régime. Voilà, on change de régime, donc on est dans un régime où les blagues racistes ne sont plus drôles. Voilà. Pourquoi elles sont plus drôles, ça on ne sait pas exactement. Mais c'est comme ça, et c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup Alain Brossat, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous, de vous écouter. C'est Comparer l'incomparable, Naissance d'une nation et le Jules Sus. C'est édité chez De l'Incidence. Et n'hésitez pas à vous le procurer. On n'a pas tout dit encore sur le livre et c'est bien dommage parce qu'on est happé par le temps. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle